Mesdames, Messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus. Pour ce journal, la digue de protection des inondations entre Tours et Saint-Pierre-des-Corps est déclassée depuis hier. Elle n'a officiellement plus de fonction protectrice en cas d'inondation. Et c'est justement le principe de sécurité qui justifie cette décision. Les explications dans un instant. Dans l'actualité également ce soir, les déboires de Volkswagen après la fraude mise au grand jour cette semaine. L'Europe est désormais concernée. Comment se comportent les acheteurs? Y a-t-il rupture de confiance? Nous nous rendrons à Loches où se tient actuellement le salon des véhicules d'occasion. Tours accueillera en octobre 2016 les 4e rencontres franco-japonaises de la coopération décentralisée. Elle espère, Tours, bien profiter de cet événement. Question visibilité. Le passage de témoins a été fait aujourd'hui avec Takamatsu, ville japonaise qui a organisé les dernières rencontres. Takamatsu également jumelé avec Tours. Voilà donc pour les titres. Elle était jugée trop dangereuse, contrairement à sa fonction première. La digue du canal entre Tours et Saint-Pierre-des-Corps a été déclassée hier. Elle n'est donc plus considérée comme une deuxième barrière de protection du Val de Tours en cas d'inondation, c'est-à-dire de Tours, mais aussi de toutes les communes situées jusqu'au confluent du Cher et de la Loire. Ce que craignaient les autorités, tout simplement l'effet vague en cas de rupture d'une digue considérée comme trop fragile. Une décision qui ne fait cependant pas que des heureux, on va le voir. Audrey Champigny, pardon. Niveau de sûreté dérisoire, forte probabilité de rupture et donc menace pour la population. La levée de l'ancien canal situé le long de la 10 et censé protéger près de 100 000 Tourangeaux ne serait finalement plus aussi efficace. Située à la limite entre Tours et Saint-Pierre-des-Corps, la digue de 4 km de long vient en effet d'être déclassée par l'État car jugée trop dangereuse. En cas de crue exceptionnelle et d'inondation, comme sur cette simulation, la digue du canal ne résisterait pas. Sa rupture provoquerait alors une entrée d'eau violente dans le Val de Tours, une masse d'eau qui pourrait atteindre les 2500 mètres cubes par seconde. Résultat, en l'espace de 24 heures, la presqu'île reliant Montlouis à Berthenay serait ainsi entièrement recouverte, avec des hauteurs d'eau dépassant les 4 mètres à certains endroits. Si on laisse la digue de l'ancien canal en place, à ce risque d'inondation va se surajouter le risque inhérent à la rupture de digue, puisque sa probabilité est certaine. C'est-à-dire qu'en fait, il y a double risque pour le territoire. Donc, dans un cas, il y a, je dirais, une seule typologie de risque. Dans l'autre cas, on est frappé par deux types de risques. Construit à la fin du 19e siècle, cet ouvrage était pourtant considéré comme un élément majeur du système d'endiguement. Pour les associations environnementales, cette décision de déclasser la digue et de la raser partiellement est donc tout simplement incompréhensible, car elle pourrait avoir des conséquences catastrophiques pour les populations avoisinantes. Imaginez que l'on arrase la digue, puisque c'est le projet de ces messieurs. Que va-t-il se produire? Vous avez une autre levée infranchissable à Tours, à 1 km d'ici. C'est l'avenue de Gramont, qui a presque la même hauteur que la digue. Et l'eau, c'est l'horizontale, elle ira buter contre l'avenue de Gramont et Saint-Pierre sera inondée de la même façon comme la partie est de la ville de Tours. Désormais trop ancré dans l'espace urbain, impossible donc de l'élargir. Un projet de mise en transparence de la levée de l'ancien canal est actuellement à l'étude, à savoir des travaux d'ouverture dans la digue pour permettre le passage de l'eau. En bref, les chiffres du chômage au mois d'août. Nouvelle hausse des demandeurs de catégorie A par rapport au mois de juillet, plus 0,2% en Indre-et-Loire et Loire-et-Cher. La hausse atteint les 1% en région centre lorsqu'elle se contient à 0,6% en France. Les taux de chômage tournent autour actuellement des 9% en Indre-et-Loire et Loire-et-Cher. Dans l'actualité également, les fraudes de Volkswagen. L'Europe est concernée, pas seulement les États-Unis. Le logiciel frauduleux mis en place par le constructeur automobile pour tromper les tests et mis au grand jour a eu l'effet d'une bombe. Mais à quel point les déboires du constructeur allemand peuvent-ils peser sur les ventes de ces modèles? La crise de confiance est-elle si forte qu'on le dit? Nous sommes rendus à Loches au salon de l'occasion. Sur place, Romain Delville. Sur le salon de la voiture d'occasion, place de Verdun à Loches, l'affaire des moteurs menteurs de Volkswagen est reçue différemment par les quelques visiteurs du vendredi matin. Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'ils ont triché pour l'histoire de la pollution sur les voitures, pour la taxe. Alors moi, personnellement, ça me fait ni chaud ni froid, parce que je me dis que ça ne doit pas être les seuls. J'y croyais à peine, mais la preuve qu'il faut s'attendre à tout. Même
même à l'étranger, hein, parce que Volkswagen, c'est une marque sérieuse en principe. La confiance, voilà ce qui met des années à se bâtir et quelques jours pour être démonté. Ce couple est propriétaire d'un véhicule de la marque allemande et ce choix avait justement été motivé par des considérations économiques et écologiques. D'où une grande déception depuis la découverte de la tricherie. Ce qui nous avait attiré chez Volkswagen, c'était le moteur Blue Motion, qui était justement un moteur économe en carburant. Et donc, on pensait que ça permettait aussi de moins polluer. Donc là, on est trompé sur toute la ligne. Quant à ce concessionnaire Citroën à Loches et Montrichard, il constate de toute manière une baisse des ventes pour les véhicules diesel. Et ce, depuis plus d'1 an. En tant que professionnel, il évoque également les primes gouvernementales pour les véhicules plus vertueux en termes d'émissions de CO2. Les gens peuvent se sentir floués, on parle beaucoup d'écologie aussi, de véhicules propres. Donc si les véhicules émettent plus que prévu, que la normale, je comprends que ça fasse grincer des dents, d'autant plus que le gouvernement avait donné des bonus écologiques pour les véhicules dits propres. Donc ça peut poser aussi un problème au point de vue des paiements de carte grise. Et maintenant que Ségolène Royal, ministre de l'Environnement, a annoncé des nouveaux tests aléatoires, c'est toute une profession qui espère qu'aucun autre ingénieur automobile ne s'est fourvoyé. Dans le reste de l'actualité, le conseil départemental d'Indre-et-Loire qui vote une aide exceptionnelle de 4 millions d'euros pour soutenir la ruralité. Il s'agit d'un fonds de solidarité destiné aux communes de moins de 2000 habitants. 4 millions d'euros par an, soit une augmentation de plus de 2 millions d'euros pour soutenir cette même ruralité. Et à l'occasion de cette session du jour, Jean-Yves Couteau, le président du conseil départemental, s'est engagé à ne pas augmenter les impôts en 2016 comme il l'avait fait pendant la campagne électorale. Nous allons tenter ce challenge, a-t-il toutefois précisé. Et puis cette image, François Bonneau, le président PS de la région Centre, inaugurant ce matin, aux côtés du président de la Chambre de métiers d'Indre-et-Loire, le campus des métiers de Joué-les-Tours. Il vient d'être reconstruit pour un coût de 26 millions d'euros. C'est un lieu donc de formation. On en vient à la politique et cet événement ce soir sur notre antenne. Marisol Touraine, invitée de l'émission En privé nouvelle formule. Nous avons suivi la ministre de la Santé pendant une journée au ministère. Elle y reçoit plusieurs autres ministres, dont Myriam El Khomri ou encore Emmanuel Macron. Marisol Touraine interrogée notamment sur la situation du PS en Indre-et-Loire. En voici un extrait. Le parti se cherche un chef aussi en Indre-et-Loire depuis la disparition de Jean Germain. Jean Germain n'était pas à la tête du Parti socialiste. C'était une figure importante du Parti socialiste. Oui. En tout cas, il a été une figure importante du Parti socialiste et je pense être une figure importante évidemment du Parti socialiste en Indre-et-Loire. Ça, je n'ai pas beaucoup de doutes sur cette question-là. Un passage de relais à présent entre les échevins de la ville de Takamatsu au Japon et ceux de Tours. Il s'avère que les deux villes sont jumelées, mais on ne parle pas ici de jumelage, mais de rencontres franco-japonaises de la coopération décentralisée. Les dernières ont eu lieu à Takamatsu, les prochaines auront lieu à Tours en octobre 2016. Et Tours compte bien surfer sur ces rencontres pour en tirer des bénéfices. Aurélie Renaud. Takamatsu, centre politique et économique du Japon, une ville de 500 000 habitants jumelée avec Tours, organisatrice des rencontres franco-japonaises, c'était en 2014. Sur place, 46 collectivités locales et un échange de bonnes pratiques sur l'industrie, la culture et l'urbanisme. Parmi ces collectivités, la ville de Tours, représentée par le maire. On a aimé échanger avec la ville de Tours sur l'installation de leur tramway, surtout sur la façon dont ce mode de transport arrive à relier des quartiers très différents. En fait, on connaît de mieux en mieux Tours, alors on attend beaucoup des conférences qui auront lieu ici l'an prochain. En effet, à Takamatsu, il y a 2 ans, Serge Babary avait positionné Tours en tant que candidate pour devenir la ville hôtesse de ces rencontres. Dossier remporté par le maire. Résultat, en octobre 2016, le Vinci abritera la 5e édition. Selon les pronostics de Serge Babary, l'événement devrait faire venir environ 300 personnes, autant de Français que de Japonais. Il y a l'intérêt médiatique parce que cette présence, comme ça a été le cas lorsque nous étions à Takamatsu, il y avait tous les médias japonais étaient présents et j'espère qu'à Tours, beaucoup de médias français qui s'intéressent aux relations bilatérales avec le Japon seront présents. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un événement comme ça à Tours. J'ai pas souvenir d'événements similaires dans les dernières années.
Chaque participant financera sa venue à Tours. La ville, elle, sera le chef d'orchestre de l'événement. Charge à elle de travailler la qualité de son accueil, de ses hébergements et des visites touristiques proposées en marge de l'événement. Un rendez-vous à ne pas manquer puisque si beaucoup d'Anglais, d'Hollandais et d'Américains sont attirés par la destination, les touristes japonais, eux, ne sont pas encore convaincus par la vallée de la Loire. Les sports en bref, avec d'abord les sanctions tombées après la bagarre qui a éclaté lors de la dernière rencontre entre Tours et Ajaccio. Le gardien de Tours, Camara, est suspendu durant 3 matchs. Sanctions effectives après la rencontre de ce soir. L'entraîneur de Tours a lui copé de 2 matchs avec sursis. Rien à voir avec la sanction de l'un des joueurs d'Ajaccio. Joris Senati est suspendu, lui, pendant 16 mois fermes pour avoir donné 2 coups de poing à des joueurs tourangeaux. Du côté du basket masculin, reprise du championnat demain. C'est le cas de l'ADA Blois en National 1 de basket. La National 1 de basket, justement, Tours, l'UTBM aimerait bien la rejoindre. Premier déplacement de la saison demain pour les basketteurs tourangeaux en Pays d'Olonne. L'objectif, en tout cas cette année, de finir dans les 2 premières places pour accéder ensuite à la phase de play-off. Bastien Mathieu. Première sortie de la saison pour l'UTBM. Pour sa 2e année d'existence, l'Union Tourangelle veut prendre de la hauteur. Après une première année qui s'est terminée à une honorable 5e place, les joueurs de Sébastien Duval visent maintenant une des 2 premières, signe de qualification pour les playoffs. Pour cela, l'UTBM s'est appuyé sur un recrutement de qualité et a profité des 2 mois de préparation pour intégrer les nouveaux joueurs. On s'est bien préparé, on est monté crescendo. Au début, on a eu du mal un peu à se retrouver, c'est normal vu que le groupe il est un peu renouvelé. Mais je trouve qu'on s'est bien repris sur les derniers matchs, on a trouvé un peu plus de cohésion, offensivement surtout. Donc bonne préparation, je vais dire. 4 joueurs ont ainsi posé leurs valises en Touraine, Renfort, Diouf, Surman et Coutin. Tous ont l'expérience du haut niveau, certains ont même joué en Pro B, soit 2 divisions au-dessus de la Nationale 2. Pour le premier match officiel de la saison, l'Union Tourangelle aura un match à sa portée ce samedi soir. Un déplacement chez le promu du Pays des Olonnes, une équipe dont Sébastien Duval se méfie. C'est une équipe qui est sur une dynamique positive. Elle vient de terminer première de son dernier championnat en National 3. Donc elle accède, c'est un promu à la National 2. Équipe qui a vécu de très bonnes choses, de très bonnes expériences l'année dernière et qui va essayer de surfer sur le même dynamisme. Après 7 matchs de préparation, 4 succès pour 3 défaites, l'UTBM aura à cœur de démarrer de la meilleure des manières. Et pour cela, seule la victoire. 14,3% en 2012, 14% en 2013. Le taux de pauvreté a baissé en France. Mais peut-on parler d'une réduction des inégalités comme on entend le dire? On en parle avec notre invité. Dans un instant, il s'agit de Louis Murin, président de l'Observatoire des inégalités.